quoi ce bordel? Le choc nous a assommés. On s'est réveillé, l'appartement était presque vide. On ne savait pas combien de temps on était resté là, mais visiblement assez longtemps pour que des petits malins pillent une grande partie de nos affaires. Aucun de nous comprenait ce qu'il s'était passé. Les coups de feu dehors nous ont dissuadés de sortir. Christo s'est pris une balle. Plus de peur que de mal, il n'avait qu'une éraflure. On a entendu des cris. Plus aucun réseau, plus d'internet, plus d'électricité. Apparemment, notre immeuble n'a pas subi de lourds dommages. Après une petite reconnaissance, on est parti en quête de mobilier pour se construire notre forteresse. Surprise inattendue, un groupe s'était planqué chez nos voisins. Après avoir fait un grand rassemblement de vivres et de consommables en tout genre, on s'est installé de sorte à résister à l'incertitude. Groupe électrogène, bouffe, tabac, bière, eau potable, notre panoplie semblait parfaite. Pourtant, notre futur était plus que flou. Qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je fais quoi dans tout ça? On fait quoi là maintenant? Je sais pas. Ah, t'es philosophe, toi. J'étudie la philosophie, mais philosophe, c'est un grand mot, c'est presque un gros mot. Peut-être, tu vois, ça m'étonne pas. T'as l'air hyper chiant comme mec. C'est rien de chiant, la philo. Si, c'est chiant, en plus c'est compliqué, je te l'avais dit, je t'avais bien cerné. Bon, soyons clairs. Ici, on est chez moi. Je sais que vous n'y êtes pour rien, et c'est pourquoi j'essaie de rester le plus sympa possible, dans la mesure du raisonnable. Mais je vais être obligé de répondre gros con à toute personne qui me dit quelque chose comme ça. Même si je suis un petit peu d'accord. La philo, c'est comme le cinéma. Il y a du lent et profond, du lourd et massif, et même de l'humour des fois. C'est un gros bordel étalé sur plusieurs millénaires. Il va pas nous faire la leçon là. Ah bah ça, tu sais, il va falloir que tu t'y habitues. Hegel disait que le seul trait commun à toutes les philosophies, c'est qu'elles sont des philosophies. Il les compare à des fruits, un goût, une saveur, une apparence différente, et pourtant tous des fruits.
Malgré cela, la philosophie subit cette lourde réputation d'être chiante et incompréhensible, comme tu le disais d'ailleurs. N'aimerais-tu aucun fruit si tu n'aimais pas les fraises? Pourquoi c'est pas si chiant? Je pense pas vous donner envie d'aller dévorer ma bibliothèque, mais c'est quand même con de balancer 2000 ans de pensée dans la boîte relou de nos stéréotypes. Bah ouais? C'est quoi cette drôle de bestiole? Comment est-ce qu'on peut définir la philo? Je pourrais vous dire, comme j'entends souvent, oh bah c'est penser, et tout ça. Mais malheureusement, je doute de vous convaincre avec des arguments aussi précis. Même en remontant à ses origines, difficile d'être clair. Aristote dira que c'est l'étonnement qui a poussé les premiers philosophes. C'est en quelque sorte la curiosité qui les caractérise. Et la curiosité, ça n'a pas de limite. Donc déjà, on est mal barré pour notre définition. Mais au moins, c'est une dimension libre et infinie qui anime les précurseurs de la discipline. C'est déjà un bon point. À cette époque, le but était de mettre des limites à la pratique de la philosophie. Chacun allait de sa définition. Les stoïciens, par exemple, divisent la philosophie en 3 parties, physique, morale et logique. Elles ne font qu'un sous leur forme originale, c'est-à-dire l'esprit du philosophe, mais doivent être séparées dans le discours, la philosophie. Le point commun des philosophes grecs était le démonisme, c'est-à-dire la recherche du bonheur. C'est la route pour atteindre qui les différenciait. On peut déjà trouver un bout de définition, chercher le bonheur. Mais on va prendre un autre exemple avec un petit bond dans le temps, Kant. Lui a donné une définition particulière à la philosophie, puisque il n'y a, selon ce cher Emmanuel, pas de connaissances historiques en philosophie, mais des connaissances rationnelles par concept. Autrement dit, la philosophie est neutre. Ces connaissances, elles sont issues de sa raison sous la forme de mots qui désignent des concepts comme la liberté, la beauté, ce genre de choses. C'est des mots qui doivent être pensés avec un regard philosophique. Et puis c'est pas chiant ça, la liberté, la beauté, ce genre de choses. Moi, je trouve ça cool. Je pense à ça quand je bosse. Continue, de toute façon, on s'emmerde. Je vais devoir vous parler de Kant souvent, c'est un incontournable, une star de la bibliothèque. Esthétique, il est là, morale, encore là, métaphysique, science, et devinez qui est là pour définir la philosophie, ou plutôt pour expliquer ce qu'est l'action de philosopher. L'étudiant qui sort de l'enseignement scolaire était habitué à apprendre, et il pense maintenant qu'il va apprendre la philosophie, ce qui est pourtant impossible car il doit désormais apprendre à philosopher. Et il jette ça dans la tronche des pauvres étudiants dans son annonce du programme du semestre d'hiver de son école en 1765. Il explique là que la philosophie n'est pas une connaissance, mais une attitude face à la connaissance. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas d'objet, ou plutôt qu'elle les a tous. Philosophie des maths, de la politique, de l'histoire, de la maçonnerie, de la bolognaise, en fait c'est ce que vous voulez, tant que vous adoptez la démarche philosophiquement. Du coup, ton gars, il dit qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être comme toi. C'est quoi l'action de philosopher? C'est intéressant, hein? Bah là aussi les opinions se tapent un strabisme, mais il y a quand même un mot qu'on pourrait retenir là-dedans, c'est l'atopie. L'atopie, c'est se placer en observateur critique. C'est une approche du discours qui cherche à être neutre. Le mot apparaît en premier dans le banquet de Platon et désigne l'attitude de Socrate qui pose des questions à son interlocuteur pour l'amener à réfléchir par lui-même sans donner son avis. Ok mec, je vois ce que tu veux dire, mais justement, c'est ça qui est relou dans la philo. À force de se poser tout le temps des questions, on n'avance plus du tout. Réfléchir, ça n'empêche pas d'agir. Les idées naissent à partir de questions. Par exemple, on n'invente pas la roue avec une ampoule qui s'allume au-dessus de notre tête. On va se demander, bah tiens, comment je vais déplacer ce gros bidule de là vers là. En fait, la question, c'est pas l'inverse de l'action, c'est plutôt son moteur. Une question, ça entraîne une réponse, qui entraîne une autre question. Bon, ça donne un petit peu le vertige, mais au moins on s'emmerde pas. Je suis persuadé que, en m'écoutant là, vous avez une légère considération pour la discipline. Pourtant, elle est régulièrement moquée. Platon raconte ça sous la forme d'une anecdote dans le Théétète. Thalès, qui marchait en observant les astres, a fini par tomber dans un trou. C'est une jolie manière de parler des philosophes éloignés du réel par leurs pensées. Il y a même Épictète qui conseille à ses élèves de se préparer aux moqueries du plus grand nombre. Ça donne envie, hein. Et toi, tu les as subies, les moqueries? C'est toujours marrant de voir les différentes réactions quand je dis que je fais de la philo. Mais jamais de quoi me décourager. Du coup, faut contrer un petit peu. J'aimerais vous donner suffisamment d'éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Du coup, je vais pas vous inonder de références. Je vais plutôt essayer de vous dire ce que c'est pour moi, la philo.
Je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu d'accord avec le fait que c'est un peu chiant. Bon, déjà pour la lourdeur du style qui se retrouve chez beaucoup d'auteurs, sans compter ceux qui inventent des mots, d'autres qui font des phrases de 2 pages, et bien sûr ne pas oublier que tous se font écho entre eux, donc pour s'y retrouver, c'est le bordel. En fait, prenez juste la bibliographie d'Heidegger, et il y a moyen de se perdre. Rien que quand il a passé toute sa vie dans la même ville à Königsberg, je crois l'ancienne capitale de la Prusse, il était réglé comme une horloge toute la semaine, il est sorti de son train-train une seule fois, il me semble, pour la sortie d'un livre de Rousseau. Pas hyper rock'n'roll comme type. Décidément, il a choisi de servir d'exemple celui-là. Toutes ces recherches, ces penseurs, ces concepts, empilés tant bien que mal siècle après siècle, jouent un rôle invisible dans notre vision du monde. Les mots influencent le réel. Même si à l'origine ils sont chiants à lire. Il y a plein d'exemples de ça. On dit que le prince de Machiavel servait de livre de chevet à Mitterrand. On retrouve la morale de Kant dans nos constitutions actuelles, le mot démocratie est un mot tiré de la philosophie grecque, et les théories libérales du XVIIIe siècle servent encore dans la gestion économique. Tiens, il y en a un qui me tient à cœur. La guillotine de Hume. On ne peut tirer une conclusion à l'impératif de prémices qui seraient toutes à l'indicatif. Non mais merde, c'est cool ça. Je suis jusqu'à là, mais alors la guillotine de machin, là, j'ai pas compris. Il dit qu'à partir d'un fait, on ne peut pas déduire un ordre. Par exemple, si on te dit apprendre permet de progresser dans la vie, on ne peut pas déduire derrière que pour apprendre, il faut que tu ailles à l'école. C'est une sorte de mauvaise manie des philosophes de vouloir donner des ordres après avoir fait un constat. Et lui, il dit qu'il faut apprendre à se prémunir contre ça. Bref, comme je disais, c'est chiant. Mais je disais aussi que tout le monde peut y trouver son compte. Sur l'immense nébuleuse que forme la philosophie, est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a que du chiant et compliqué ? Non, je pose pas la bonne question. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner le nom d'un philosophe qu'il trouve fun ? Personne ? Et pourtant, je vais prendre un exemple, celui de Diogène. C'était un mec qui vivait à l'époque des Grecs. C'est un type qui vivait dans un tonneau, il baisait dans la rue, il aboyait sur les gens pour critiquer le fait que l'homme ne soit plus trop naturel. Il est rentré dans un cours de Platon avec un poulet en criant « Voici l'homme de Platon !» C'est le type qui a rencontré Alexandre le Grand, qui lui a demandé ce qu'il voulait, et qui lui a répondu « Ôte-toi de mon soleil !» C'était un punk avant l'heure. Mais parlons d'un autre, Diderot. C'est un grand adepte des romans philosophiques, dans lequel il fait preuve d'une grande ironie. Il écrit « Les bijoux indiscrets », l'histoire d'un sultan, Mangogoul, qui trouve une bague capable de faire parler le sexe des femmes. Je vous parlais de films tout à l'heure, mais du sexe, de l'action, des rois, de l'humour. On pourrait écrire tout un blockbuster avec de la philo. Toutes ces questions et théories que les philosophes pondent, ça fait des petits. Il y a une grande partie des grandes disciplines que l'on connaît qui ont des philosophes comme précurseurs. La physique, la psychanalyse, l'anthropologie, les mathématiques. Sa nature curieuse lui a permis d'acquérir des clés de réflexion inédites. C'est pourquoi il ne faut pas séparer la philosophie de l'histoire avec un grand H. L'évolution des cultures, des techniques, des sciences influencent les philosophes autant qu'eux-mêmes ils influencent. On peut prendre 2 exemples très éloignés. Les présocratiques, qui sont considérés comme les premiers philosophes occidentaux, défendaient le savoir empirique contre les mythes. Ils cherchaient à comprendre les mécanismes de la nature dans une époque où cette connaissance faisait défaut. On retrouve parmi eux Thalès, mais aussi Pythagore, Anaximandre, et plein d'autres guélurons qui ont énoncé des théories mathématiques et scientifiques qui ont permis un grand bond dans le savoir. Ils vivaient au 5e siècle avant Jésus-Christ. Le second exemple est celui de Michel Serres, qui nous est contemporain cette fois. Il parle dans Petite Poucette, son œuvre la plus célèbre, de notre rapport aux technologies au travers du regard d'une petite fille sur son smartphone. La philo n'a pas la tête dans les nuages pendant que les gens, eux, voient le réel. Chaque personne qui souhaite philosopher s'inscrit dans un contexte qu'il faut prendre la peine de replacer pour comprendre pourquoi ces mecs ont pris autant de temps pour nous donner des réflexions. Il faut se faire un peu de mal et se glisser dans la peau de l'autre, dans sa vie, pour saisir sa perception. Et parfois on en ressort différent. Heidegger dit que la philosophie apparaît en temps de crise mais ne règle pas les problèmes. Le philosophe parle. Il étudie des concepts, des idées qui peuvent avoir une influence un jour, mais il n'a pas forcément d'impact sur le spectacle de l'humanité. Ses bouleversements, son imprévisibilité, sa beauté, ses paradoxes et ses tragédies. Car dans tout ça, il ne fait que penser avec une certaine méthode et son bagage personnel. Tout le monde fait ça. C'est évident de penser en temps de crise. Tout à fait.
la philosophie, c'est une approche. Comme les autres disciplines, c'est juste un point de vue. Tout comme Kant, Heidegger, parle d'action de philosopher. Il y a pour lui un objet, la sagesse, et un but, la rupture avec les habitudes de l'opinion. En fait, c'est une invitation à remettre en question nos connaissances. C'est la fameuse atopie. Je pense qu'on s'en fout de se dire « là, je suis philosophe ». C'est plus une action, une attitude, une interaction avec le réel. C'est pas un statut. Et puis c'est ouvert même aux plus grands néophytes. Puis, vous vous êtes jamais dit que si l'homme était un petit peu plus réfléchi et retenu, comme ce que préconise la fameuse atopie, on aurait certainement beaucoup moins de casseroles au cul. En fait, je me dis qu'en période de crise, conceptualiser nos pensées, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et c'est pas notre cas? Non mais regarde dehors! Et même avant ça, misère sociale, nos politiques qui jouent au Monopoly, écologie, économie, individualisme, on est matraqué de concepts compliqués en permanence. Et quand il y a des auteurs qui se cassent le cul à essayer de l'expliquer, tu préfères certainement rester à ton interprétation. Ça donnerait quoi les discours misogynes à la téloche ou dans les repas de famille si plus de monde lisait Judith Butler? Et les personnes qui confondent race et couleur, ils diraient quoi avec du Frantz Fanon dans les écoles? Les concepts, c'est pas de la masturbation de méninge, c'est des armes pacifiques, extrêmement efficaces, qui mettent des mots sur notre ignorance. Ils désarment l'a priori et approfondissent nos réflexions. Descartes a une phrase sympa qui va dans le sens de ce que je suis en train de dire. C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Et le plaisir de voir toutes les choses que notre vue découvre n'est point comparable à la satisfaction que donne la connaissance de celles qu'on trouve par la philosophie. Un regard plus beau, plus large. Juste par curiosité pour voir ce qu'il y a dans nos angles morts. Et puis peut-être qu'il a raison, notre vieux René. Et après ça, tu me dis que la philo c'est chiant. Tu sais, avec ce qui nous arrive, je me dis que le lendemain, ça risque de chanter un petit peu faux. Alors je me dis qu'avec la philosophie, on pourrait se chauffer les cordes vocales, histoire de pouvoir faire sortir une meilleure mélodie. Trêve de métaphore. Je pense pas que tu vas trouver quoi dire ou quoi faire dans ces bouquins. Mais ils peuvent au moins t'apporter des questions auxquelles tu n'aurais pas pensé. À toi ensuite d'en trouver les réponses. Bref, je vois ce que tu veux dire. Mais là, actuellement, ta méthode, elle nous servira à quoi, mec? Qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise? J'ai pas plus d'infos que toi. Je sais pas ce qui se passe dehors. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous reste des vivres et qu'il faut qu'on attende un peu pour savoir quoi faire. C'est quand même bien la merde, hein.